Bonjour, je souhaite la bienvenue à cette conférence Midi Gaming avec notre bon ami Bruno Bouchard du département informatique mathématiques qui va parler de l'économie des jeux vidéo sur appareil mobile. Moi, je suis bibliothécaire ici à l'UQAC en remplacement de Lino Tremblay qui est bibliothécaire en informatique mathématiques. Puis on vous souhaite la bienvenue dans la salle collaborative. On essaye de faire ça comme des Midi Gaming, c'est le 2e sur 3. Le prochain est autour du 20 novembre, autour de ça. Puis, je suis super content de vous voir en grand nombre ici. En espérant qu'il y ait peut-être d'autres mondes qui vont arriver. Puis encore, parlez-en autour de vous pour qu'il y en a qui viennent pour le prochain aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que c'était une initiative de Lino, ces choses-là? Oui, c'est ça. Donc, et puis du département d'informatique mathématiques. Donc, on essaie de créer une culture dynamique pour les étudiants, mais aussi pour l'ensemble de la communauté universitaire. Et puis, donc, les Midi Gaming, on a plus de 500 étudiants au département qui sont en informatique, puis une bonne majorité qui sont dans le domaine des jeux vidéo. Donc, on essaie vraiment d'animer tout ça. Merveilleux. Donc, je vous souhaite une bonne conférence, puis je vous laisse entre les mains expertes. Bon, bien, bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en informatique ici. Combien parmi vous sont en informatique? Ah, c'est ça. J'ai un fan club, faut croire. Donc, Bruno Bouchard, donc, je suis directeur du module d'informatique mathématiques ici à l'UQAC et puis je suis professeur donc en jeux vidéo ici depuis 13 ans déjà. Donc, aujourd'hui, pour ce Midi Gaming, bon, les Midi Gaming, on aborde des sujets qui sont un petit peu qui touchent aux jeux vidéo, mais qui ne sont pas nécessairement directement en programmation, en développement ou bon, dans les affaires que vous travaillez dans vos cours. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'économie des jeux vidéo sur appareil mobile, ou en tout cas, on va parler de ce que j'en sais. Donc, quelques chiffres déjà pour vous mettre dans le bain si vous n'êtes pas familier avec l'informatique ou avec le domaine en particulier. Environ 1,8 milliard de joueurs dans le monde qui jouent à des jeux de toutes sortes. Donc, c'est énormément de monde, c'est énormément de joueurs. Les jeux mobiles, ça représente 80% des ventes sur les magasins, l'App Store, le Google Play. Donc, c'est une très, très grosse industrie, une grosse économie. Et puis, sur les magasins en ligne, il y a des applications, tout ça, mais les jeux constituent vraiment le cœur des ventes. Intel et Ubisoft ont préparé la première incursion de l'e-sport dans le monde olympique avec enthousiasme du comité olympique dernièrement. Donc, on voit que les jeux, de plus en plus, ça s'installe vraiment comme un élément culturel qui est aussi banal ou aussi présent partout que la télé, la radio, les journaux. Donc, c'est devenu un élément très commun que tout le monde a, tout le monde joue, puis c'est une grosse business. Donc, si on regarde les chiffres d'affaires, par exemple, des compagnies de jeux vidéo, et puis du domaine du jeu vidéo en particulier. Donc, on voit les chiffres en augmentation. On voit ici le domaine de la musique, donc les ventes de musique en ligne, les spectacles, etc. 53 milliards, donc, en 2016. On voit, ça, je ne me rappelle plus c'est où exactement, je pense que c'est pour l'Amérique. Et donc, 53 milliards. On voit que l'industrie du film, donc, est un peu plus élevé et on voit le jeu vidéo à 86 milliards. Donc, le jeu vidéo est presque rendu le double au niveau de l'économie de l'industrie du film, ce qui en fait une industrie hyper lucrative. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que, bon, depuis à peu près les 2007-2008, les premiers iPhones sont arrivés dans ces coins-là. L'économie, les jeux sur plateforme mobile ont commencé à se démocratiser beaucoup plus. Avant ça, il y avait des consoles mobiles, mais c'était des marchés de niche qui ressemblaient encore au marché de consoles. Donc, c'était des joueurs principalement qui jouaient. Bon, il y avait un Game Boy Advance, il y avait une 3DS, il y avait une PlayStation portable, mais ça restait des gamers qui avaient ça. C'était pas votre mère, c'était pas votre cousine là, qui jouait à un jeu sur PlayStation portable. À partir de 2007, 2008, 2009, l'industrie du jeu mobile a vraiment commencé à prendre son envol avec les nouvelles plateformes mobiles démocratisées. Donc, tout le monde avait un device capable de jouer des jeux dans ses mains. Donc, à partir de ce moment-là, ça s'est vraiment plus développé. Donc, dernière slide sur l'industrie du jeu.
on voit que ici au Canada, en plus, c'est une super industrie. On est le 3e plus gros producteur de jeux au monde après les États-Unis puis le Japon. Donc, on est vraiment bien positionné. Il y a plus de 22 000 maintenant emplois directs. C'est en hausse de 24 depuis 3, 4, 5 ans. Les salaires moyens, l'âge moyen, bon, c'est quand même une industrie qui est jeune. Les métiers qu'on retrouve dans l'industrie, donc programmeurs, artistes 2D, 3D, des designers, des testeurs de jeux, des chargés de projet. Donc, on voit vraiment que c'est une grosse industrie. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau logiciel, puis c'est là, en fait, que l'économie du mobile prend un aspect particulier, c'est qu'au niveau des logiciels, il y a 2 types de logiciels. Avant, il y en avait un. Avant, on faisait un logiciel où on faisait un jeu sur Nintendo, on le mettait sur une cassette, on vendait la cassette. Okay? Là, on vendait carrément un objet physique. On vendait une cassette. Après, l'objet physique est devenu moins important. Donc, on vendait encore le jeu, on vend encore un objet, mais on le vendait virtuellement. Donc, je te vends une licence, je te vends un téléchargement, mais on reste dans le même modèle d'affaires des années 1800, 1900, c'est-à-dire je produis des trucs et je les vends. Donc, je produis une unité, je te vends une unité. Tu as une unité, tu as une licence du jeu. Donc, ça, c'est des logiciels de type produit. Donc, c'est classique. C'est comme si je fabrique des chaises, je fabrique quelque chose. Donc, c'est un logiciel qui fournit des fonctionnalités utiles. J'ai Word, j'ai une licence de Word, j'installe Word, j'utilise mon Word. J'ai un jeu, je télécharge mon jeu, je l'ai sur mon cellulaire, j'ai une copie du jeu et j'ai une licence, une clé de ce jeu-là. Et puis, je joue donc sur mon cellulaire à mon jeu. Donc, ça, c'est un logiciel de type produit. On achète des copies, on achète des licences et c'est carrément le même modèle d'affaires que les objets physiques. Je sais qu'on n'est pas habitué avec ça dans l'informatique, les objets physiques, là, bon, ça existe encore. Dans le domaine du mobile, la plupart des modèles, il y a des objets, il y a des types produits. Il y a des jeux qu'on peut acheter, on achète une licence du jeu. Puis au début, quand les premiers téléphones sont arrivés, puis les jeux sont arrivés sur les magasins en ligne, sur l'App Store, puis sur le Google Play, bien, c'était des jeux qu'on achetait de type produit. Tu achètes le jeu, tu payes, ça te coûte 5 $, ça te coûte 5 $, 10 $, 1 $, peu importe. Tu télécharges le jeu. Ça dépend, là, si c'est Blizzard qui le fait, ça te coûte 90 $. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais, donc, tu télécharges le jeu, tu as ta copie, tu joues à ton jeu. Mais à travers le temps, puis je dirais plus au tournant des années 2010, là, il est apparu un tas de nouveaux modèles d'affaires, puis un tas de nouveaux types de logiciels. Et ces types de logiciels-là peuvent se regrouper sous la famille des logiciels de type service. Donc, les jeux ont migré du type produit vers le type service. Donc, c'est quoi un type service qui regroupe la majorité des jeux mobiles maintenant? Le logiciel de jeu qu'on vous donne, c'est qu'un prétexte. L'idée, c'est qu'on ne veut pas vous vendre le jeu, on ne veut plus vous vendre une copie. Ce qu'on veut faire, c'est développer une plateforme où vous allez venir dedans, qui est comme un magasin virtuel. L'objectif, c'est de vous vendre des trucs dans le jeu. Donc, au lieu de fabriquer un produit que je vous vends, mon jeu, c'est plus un produit, c'est un magasin. Je fabrique un magasin, puis maintenant, je trouve toutes les manières inimaginables de vous faire venir dans mon magasin pour acheter des trucs. Parce que l'objectif, c'est de vendre des trucs. L'objectif, c'est de vendre. Puis, le thinking derrière ça, la pensée derrière ça, c'est si je vous vends un jeu à 10 $ ou à 20 $, ou comme Blizzard à 90 $. Bon. Eh bien, si vous êtes prêt, vous êtes un gamer invétéré, vous adorez ce jeu-là, vous allez l'acheter à 90 $. Il y en a qui pourraient dire « Oh, 90 $, non, moi, j'aurais été prêt à payer 40 $, mais je ne l'achèterais pas à 90 $, c'est trop cher. » Puis il y en a qui ont payé 90 $, mais ils sont tellement fous du jeu qu'ils auraient pu dépenser 400 $ pour le jeu et le racheter pareil. Donc, l'idée, c'est que je fais 60 $ avec tout le monde qui sont prêts à payer 60 $ et plus, et je fais 0 $ avec tous ceux qui auraient été prêts à payer, mais moins de 60. Donc, l'objectif, c'est de dire, tous ceux qui veulent payer, mais moins de 60, ils vont pouvoir dépenser 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, ils vont dépenser à hauteur de leur capacité. Et tous ceux qui seraient prêts à mettre encore beaucoup plus d'argent que 60 $, eux, on va aller leur chercher.
Donc, c'est le modèle d'affaires du type service. Donc, c'est dire, je t'amène un jeu et je te le donne, il est gratuit. Viens le chercher, il est gratuit. Bon. L'objectif, c'est pas de te le vendre. L'objectif, c'est que tu viennes dedans le plus souvent possible. Et d'ailleurs, les compagnies ont développé un tas de façons de faire inimaginablement créatives. Parce que avant, tu l'avais acheté ton jeu. On s'en foutait que tu joues avec ou pas, ou que tu joues, puis que là, au bout de 2 semaines, tu as fini, puis là, tu ne le rouvres plus. C'était pas important, tu l'avais acheté, c'était ton jeu, c'était ton produit. Tu achètes une chaise, tu n'utilises pas ta chaise, je m'en fiche-tu, tu l'as acheté ta chaise. Bon, là, dans ce cas-là, si tu n'es pas dans le magasin, tu n'achèteras pas. Première règle, pour acheter, il faut que tu sois dans le magasin et que tu vois les trucs à vendre. Oh, c'est beau! Donc, il faut que tu sois dans le magasin. Donc, il faut que je te rappelle, il faut que je te donne des bonus, il faut que je te donne des tâches à faire à chaque jour, il faut que je te donne des trucs à faire dans le jeu pour te ramener. L'objectif, tu marques comme les enfants, là, on met des trucs là, à hauteur puis on les fait marcher dans le magasin là, pour que... C'est la même chose. C'est ça l'objectif. Donc, en résumé, les types services, on a un logiciel de type service, c'est qu'un prétexte. Donc, on propose une plateforme qui est en fait un magasin virtuel, puis on va proposer des services à vendre dedans. Et là, c'est là que le modèle d'affaires, dans le détail des choses, se décline en plusieurs versions. C'est-à-dire que les services ou les trucs qu'on va essayer de te vendre dans le magasin peuvent prendre différentes formes. Le cycle de vie d'un logiciel comme ça ressemble à ça. Donc, on va développer pas le produit, le service. Donc, avant, mon projet de développement, je développais mon jeu. Une fois qu'il était fini, je le cannais, je le vendais. Ouais, il fallait que je fasse quelques mises à jour pour les bugs, des choses, puis il fallait que je planifie une expansion, quelque chose comme ça. Mais si je faisais une expansion, c'était comme un nouveau produit que je vendais à part. C'était un add-on. C'était un produit, mais que tu as besoin du produit 1 pour utiliser le produit 2. Mais c'était comme un autre produit. Donc, quand j'avais fini de faire mon jeu, mon projet était entre guillemets fini. Là, quand je finis de développer mon jeu dans un type service, mon projet n'est pas fini. La phase 1 du projet qui est finie. J'ai fini de créer le magasin. Maintenant, il faut que je vende des trucs. Donc, j'ai d'autres étapes. Il faut que j'amène des gens dans mon magasin. Une fois qu'ils sont dans mon magasin, il faut que je fasse de la publicité dans mon magasin pour vendre des trucs. Puis, il faut que je mette des trucs à vendre dans mon magasin. Puis pas tout le temps les mêmes, parce que si je mets les mêmes trucs à vendre, les gens ils vont se tanner. Il faut que je mette des nouveaux trucs à vendre. Toujours plus bas. Toujours mieux. Donc la boucle, c'est que je développe mon service, je le mets en ligne. Là, je prends le feedback. L'univers du jeu vidéo sur mobile, c'est les métriques. Tu mets tes petites lunettes, tu as l'air d'un cockpit d'avion, tu es assis là, d'une grosse entreprise de jeu. Là. Vous voyez ça, le gars est assis là, il y a 8-10 écrans, on est en informatique, là, en bas de 3, on ne jase même pas. Là, bon. Fait que là, tu as plein d'écrans. Là, tu as rétention une journée, 2 jours, 3 jours, taux de retour, taux de machin, taux de monétisation. Ça, c'est les personnes qui finissent par acheter 2 3 4 Donne-moi des chiffres. Là, tu as un... Oh! Les gens, après le niveau 7, ils abandonnent puis ils se découragent. Le designer! Là, tu as le designer qui arrive. Ouais. Là, tu dis, hey, niveau 7, il est trop difficile. Les gens abandonnent après le niveau 7. Rends-moi le niveau 7 plus facile. Il faut qu'ils continuent à jouer. Il faut qu'ils continuent à acheter. OK. Mais j'ai plus d'idées pour le niveau 7 puis 8. Puis... Mets des pandas. Quand on n'a plus d'idées, on met des pandas. Excusez, c'est une inside joke de World of Warcraft. Donc puis on fait des tests parce qu'aussi, on ne veut pas se planter. On ne veut pas se planter avec le service. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit, par exemple, quand on lance des jeux sur mobile, on choisit un petit pays insignifiant. Prenons la Belgique en Europe. Donc, c'est pas vrai. Non, on choisit un petit pays qui est représentatif du grand marché. La Belgique, c'est un bel exemple parce que c'est un petit pays, c'est quoi, 8-9 millions, quelque chose comme ça. Et puis, c'est représentatif du comportement des acheteurs de toute l'Europe. Donc, je vais lancer mon jeu, par exemple, dans un petit pays comme ça, puis je vais regarder les métriques et le comportement des usagers. Puis là, je vais lancer plusieurs versions de mon jeu. Une version alpha,
une version A, B, C, avec différents settings, avec différentes configurations, avec différents paramétrages, avec différents trucs à vendre. Les gens ne le sauront pas. Ils vont arriver sur le magasin, ils vont télécharger le jeu. Mais le premier qui appuie, il va avoir la version A. Le deuxième va avoir la version B. Le troisième va avoir la version C. Puis moi, je prends les métriques, puis je regarde ce qui fonctionne le mieux. Puis là, après, j'ajuste. C'est mes cobayes. J'ajuste pour que quand je vais le lancer dans le grand marché européen, tout va être ajusté parce qu'au début, quand je vais lancer mon jeu, je vais avoir énormément de monde qui vient dans mon magasin. Mais la première impression, tu ne peux pas la remplacer. Fait que si la première impression dans le magasin n'est pas bonne, ils vont quitter le magasin et ne reviendront plus. Donc, il faut que mon magasin il soit top quand il arrive la première fois. Même affaire. Pour les États-Unis, souvent, c'est le Canada qui est pris comme, on appelle ça un soft launch pour un lancement léger, donc pour tester, là, ou une province canadienne. Donc, on prend les feedbacks des usagers. On analyse. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? L'objectif, c'est qu'ils restent dans le magasin. Mais ils veulent le mur rouge. On va le mettre rouge. Ils veulent bleu. Mais les bleus. Feedback des usagers. Évaluation des ventes. Bon, est-ce que nos ajustements de paramètres qu'on va faire, qu'est-ce qui pourrait améliorer les ventes? On ajuste la stratégie, on ajuste le design dans le jeu, on ajuste le niveau de difficulté dans le jeu, on ajuste n'importe quoi dans le jeu. L'important, c'est qu'on ajuste les choses pour vendre plus, puis avoir plus de monde. Ensuite, on crée des nouveaux contenus ou des nouveaux paramétrages, parce qu'il faut toujours créer des nouveaux contenus. Même chose que Netflix. Hein. Netflix, c'est un modèle type service aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est abonné, mais on retourne là parce qu'il y a toujours des nouveaux contenus. S'il y a tout le temps le même film, on va me désabonner. Il faut qu'il y ait des nouveaux contenus tout le temps, des nouvelles séries. Et puis on fait ça. Il y a une boucle pour les informaticiens. Boucle. Tant que niveau des ventes égale OK, on boucle. Quand le niveau des ventes est plus OK, on dispose du service, puis on crée un autre magasin. Bon, les modèles d'affaires. Donc, il y en a plusieurs. Celui que vous connaissez sûrement le plus, c'est celui qu'on appelle free-to-play, ou le modèle par microtransaction. Donc, le jeu est gratuit, parce que l'idée, c'est l'entrée dans le magasin, c'est gratuit. Quand vous allez au centre d'achat, entrer dans le magasin, ça ne coûte rien. Mais à l'intérieur, là, on va essayer de vous vendre des trucs. Et là, il y a plusieurs façons de vous vendre des trucs. Là. On peut vous vendre toutes sortes de trucs. On peut vous dire, ben là, il y a des trucs de décoration, pour décorer de personnalisation. Je peux personnaliser mon personnage. Moi, j'aimerais que ma princesse, elle soit rouge. Fait que là, tu peux... Mais là, tu n'as rien de gratuit qui est rouge. Mais tu as une maudite belle robe qui est là, que tu peux acheter. Elle coûte juste 99 sous. Elle est rose. Elle est belle. Hein? Ah, là, dans le jeu, t'aurais donc l'air belle. Hein? Ben, écoute, ils vont te vendre. Donc, des trucs de personnalisation de ton personnage, ton avatar, pour afficher ton identité. Ça marche super bien avec les jeunes. Tu sais, les adolescents là, sont en mal d'afficher leur identité particulière, tout ça. Il y en a même qui vont se peinturer les cheveux bleus. Hein, salut, Jacob. Donc, pour afficher leur identité. Donc, ça marche bien. L'autre affaire qu'on peut faire, c'est te vendre des bonus pour dire... C'est difficile, le jeu. Hein? Mais regarde, il te reste, il te reste plus d'énergie. Hein? Mais pour seulement $1, je pourrais te vendre ce super pack. Tu pourrais avoir full énergie. Hein? Ou tu pourrais être invincible pendant 1 heure. Ça serait bien. Hein? Tu pourrais avancer. Il ne te reste plus de temps dans le jeu aujourd'hui. Ah, ça, c'est dommage. Tu as tout épuisé tes crédits pour jouer. Mais si tu veux continuer à jouer, petite pièce et un petit dollar, tu pourrais continuer à jouer. Ça sera sympathique. Donc, on va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour te vendre et t'inciter à acheter des choses. Donc, ça, c'est des microtransactions. On va en parler un petit peu plus à la slide, donc à la diapositive suivante. Le modèle par abonnement. Bien, ça, c'est un modèle Netflix, le modèle par abonnement. Donc, on s'abonne. Donc, l'idée, c'est de toujours générer suffisamment de nouveaux contenus. Donc là, on n'essaye pas de te vendre des trucs à l'intérieur. Des fois, on essaye de te mettre de la publicité, puis ça fait un petit revenu d'appoint. Là. Mais, par abonnement. World of Warcraft, un des premiers grands jeux qui a bien fonctionné par abonnement, là, 2 milliards de profits par année à peu près. Sympathique. Ça fait 13 ans que ça marche. Donc, ils sont rentrés dans leur argent. Bon. Ils investissent à peu près 200-300 millions par année en contenu pour rajouter du contenu dans le jeu. Donc, rajouter des mondes, c'est pour ça qu'à un moment donné, il manque d'imagination. Puis,
Donc, ils rajoutent des mondes, ils rajoutent des choses. Donc, l'idée, c'est vraiment des quêtes, des nouveaux personnages. Ils brisent l'univers, ils le refont au complet parce que là... Puis, normalement, c'est des cycles. Ou comme Hearthstone, l'image que vous avez vue au début, c'est un jeu de cartes qui a été développé par Blizzard. Ça rapporte 65 millions par mois, un jeu de cartes. Sur mobile seulement, pas sur PC, parce qu'il est là aussi sur PC. Là. Donc, ben, ils rajoutent des nouvelles cartes. Puis là, tous les 3 mois, il y a comme une nouvelle saison de cartes qui commence. Et puis là, ben, toutes les anciennes cartes deviennent obsolètes, puis tu ne peux plus les utiliser. Puis là, tu as un tas de nouvelles cartes. Puis là, ils rajoutent des nouveaux modes de jeu, des nouvelles affaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de te garder tout le temps là. Ceci dit, Hearthstone, ce n'est pas un modèle par abonnement, c'est un modèle par microtransaction. Mais il y a plusieurs jeux que c'est vraiment un abonnement par mois que tu peux jouer. Et puis ça, c'est un modèle qui va avoir le vent dans les voiles. Le modèle par abonnement, c'est un modèle classique, là, comme pour vos compagnies de télécom, vos choses comme ça, mais c'est un modèle qui va avoir de plus en plus le vent dans les voiles avec l'avènement prochain du cloud gaming qui va s'en venir en force. Le modèle par abonnement va prendre beaucoup de place. Le modèle par épisode. Le modèle par épisode, ça, c'est comme un modèle de type produit, c'est-à-dire que je te fabrique une chaise, je te vends une chaise, je te vends une copie. Mais là, l'idée, ce qu'on s'est dit, c'est si je fabrique la chaise au complet, puis que j'essaye de ta vendre, puis que tu ne l'achètes pas, je vais quand même avoir passé plein de temps à faire une chaise au complet, à faire tout ça. Moi, ils vendent par morceaux. On va faire une patte, puis on dit, regarde, il y a une patte. Ça a l'air d'une belle chaise. Regarde, ça va être une belle chaise à la fin. Veux-tu acheter cette patte? Puis là, tu achètes la patte. Là, tu es comme un petit peu commis d'acheter les autres morceaux. Mais là, c'est le fun, parce que j'ai pas à créer mon jeu au complet, puis à te le vendre tout de suite. Je crée l'épisode 1. Je crée un bout du jeu. Puis là, je te vends le premier bout du jeu. Moi, j'ai juste... Fait que, premièrement, je rentre dans mon argent plus vite. Parce que si je prends 2 ans à faire mon jeu au complet, pendant 2 ans, je n'ai pas d'argent qui rentre. Si je prends 6 mois à faire le premier quart de mon jeu puis que je te le vends, bien là, j'ai juste assumé 6 mois de production. Puis s'il ne se vend pas bien, bien, j'ai juste perdu 6 mois de production. Donc, je te le vends par morceaux. Hein? En même temps, c'est plus facile de savoir. Donc, je te le vends par morceaux. Et puis, il y a les modèles d'ensemble, bundle. On pense à Humble Monthly, par exemple. Donc, ça, c'est... Là, je ne te vends pas nécessairement des... Je joue sur le rabais, puis sur le... Donc, je te vends un beau jeu, mais je t'en passe un paquet d'autres dans l'ensemble de jeux. Donc, je vais te dire, regarde, tu as 20 jeux pour 10 $ par mois, 15 $ par mois, je te donne 20 jeux. Mais tu ne les choisis pas, là. Mais je te donne 20 jeux. Puis tu as tout le temps un jeu premium ou un jeu plus consistant, là, un jeu plus AAA, 3A, et tu vas avoir un ensemble de petits jeux. Donc, ça te permet d'essayer plein de jeux, ça permet donc de vendre un tas de jeux que tu n'aurais peut-être pas vendus autrement. On note que les téléchargements bien que les jeux représentent seulement 40% des téléchargements sur les magasins, ils représentent 80% des profits. Donc, c'est vraiment les jeux qui font l'argent sur les magasins. Donc, quand je vous parlais du modèle free-to-play et puis des différentes déclinaisons de comment on fait de l'argent avec des free-to-play, bien, on propose des beaux artefacts de personnalisation payants pour vendre dans le jeu. Comme je vous disais, des chapeaux, des épées, souvent, c'est des trucs plus type skin, c'est des trucs décoratifs. Donc, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le jeu en tant que tel, sur les mécaniques de jeu, sur le gameplay. On peut offrir de l'argent virtuel pour se procurer des objets. Donc, je peux acheter de l'argent dans le jeu avec du vrai argent. Donc, mettons, pour 1 $, je vais te donner 1000 $ dans le jeu. Mais ça, encore là, les compagnies ont raffiné le truc. Parce que si je dis pour 1 $, je vais te donner 1000 $ dans le jeu. Pour 2 $, je vais te donner 3000 $ dans le jeu. Et puis pour 3 $, je vais te donner 10 000 $ dans le jeu. Tu mets tes 3 paquets, là. Tu vas en vendre. Mais je vais te donner un truc pour en vendre plus. Mais une belle roulette. Puis ça coûte 1 $ tourner la roulette, tu peux gagner entre 1000 et 10 000. Oh! Tu vas doubler tes ventes, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En plus, tu fais une belle animation de roulette. Tu te fais chier, là. C'est le fun de tourner la roulette. Là. OK? Fait que là, ça te coûte 1 $, c'est le fun, ta belle roulette te spin, là, puis ça fait ça, puis là, toc, hey! Parce que dans la tête de la personne, c'est 1 $ pour avoir 10 000. Lui, il ne vaut pas entre 1000 et 10 000. 1000 $, 10 000, ah, c'est fantastique, c'est un bon deal.
Et puis en même temps, donc là, on utilise les techniques des casinos d'addictivité là, pour essayer d'amener les gens à cliquer sa roulette. Hein? Ensuite, ben, les techniques de bonus pour amener les joueurs. Mettons que tu n'as pas joué une journée ou 2 jours. C'est parce que ça demande de l'investissement un jeu. Puis le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas de nos jours. Fait que là, mettons que tu ne joues pas une journée, 2 jours, 3 jours, mais que tes amis ils jouent. Tu te dis, eux autres sont plus avancés que moi, c'est chiant, là. Ça fait comme te décourager. Mais non. Vu que tu n'as pas joué pendant plusieurs jours, je te donne des super bonus de boost pour que tu les rattrapes vite, vite, vite. Parce que je veux que tu joues. Puis je le sais que ça te fait chier d'être en retard. Fait que je vais te donner des trucs pour plus que tu sois en retard. Aussi, il m'a donné des tâches à faire. Parce que là, tu pourrais dire, je ne jouerai pas ce soir. Non. Parce que tu as un truc qu'il faut que tu dépenses aujourd'hui. Tu as de l'argent qui t'est donné par jour, tu as un bonus, tu as quelque chose, ou tu as une quête à faire à chaque jour qui te donne des points ou qui te donne des affaires. Mais si tu ne la fais pas dans la journée, elle est perdue. Donc, ça te force à retourner dans le jeu à chaque jour. C'est de l'entretien. Il faut que tu entretiennes ton jeu. Donc, ça, c'est des techniques pour s'assurer que le joueur vienne régulièrement dans le magasin, ne perd pas son intérêt pour le magasin, continue à venir dans le magasin. Donc, proposer des tâches journalières ou à la semaine. Ajuster le niveau de difficulté pour conserver le joueur. Enfin, on a travaillé avec des entreprises là-dessus. T'espères. On ajuste les niveaux de difficulté parce que le joueur, ça le fait chier de perdre. Puis on s'en fout qu'il perde ou qu'il gagne, mais franchement, c'est pas notre intérêt. Là. Notre intérêt, c'est de vendre des trucs. Donc, le joueur, il n'aime pas ça perdre. C'est pas bon pour son ego. Fait que là, mettons qu'il perd parce qu'il manque de temps. Un exemple, il manque de temps. Il y a du temps pour faire le tableau, il manque de temps. Là, il perd. Là, il réessaie, il repère. Il réessaie, il repère. Il va se décourager, il va partir. Bon. Là, tu dis, c'est parfait. Je vais lui donner plus de temps. Quand il perd, moi, il va lui donner plus de temps. Oui, mais là, c'est pas bon pour son ego. On lui a donné plus de temps. Fait que là, il pense qu'il est mauvais et qu'il a besoin de plus de temps que son ami. Il veut le réussir comme les autres. Donc, il faut tricher. On va lui donner plus de temps, mais on ne lui dira pas. On va mettre un cadran. On va mettre encore 60 secondes. Mais nous, en informatique, on va faire passer les secondes à 1,2. Comme ça, on va lui donner plus de temps. Donc, on ajuste le niveau de difficulté. Puis là, il va dire, je l'ai passé en 60 secondes. Ben non, t'en avais 70. Tu le savais juste pas. Mais le cadran que tu as vu, tu en avais 60. Tu tombes tout le temps dans le trou. La physique du jeu, elle se tweak. Hein? Comme par hasard, ton personnage m'a donné un petit boost pour qu'il saute un petit peu plus loin le prochain coup. Là, tu vas penser que tu l'as eu, ton saut. Mais non, tu ne l'as pas eu. C'est moi qui ajuste ta physique. Parce que je veux que tu arrêtes de tomber, parce que je veux que tu continues à jouer, parce que je veux que tu achètes des trucs. Donc, et puis on désigne les niveaux de difficulté pour favoriser les achats. Comme je dis, quand on analyse le jeu, puis on analyse les choses qu'il y a dedans, puis qu'on voit qu'il y a des bouts trop difficiles, ou qu'il y a des affaires, ou qu'il y a des... Sur les forums, on regarde beaucoup les forums aussi des joueurs. Quand il y a des choses qui frustrent les joueurs, c'est chiant ça, parce que c'est pas bon pour le commerce. Donc, on va tout simplement les changer. Parce qu'on n'en a pas de parti pris pour le jeu. On n'a pas une zone éditoriale. On veut absolument que le jeu ressemble à ça. Non, on veut absolument que le jeu y vende. Ils veulent pas ça. C'est rond, ils veulent carré. Sort une règle, on fait des angles droits. Bon, modèle par abonnement. Comme j'ai dit tantôt, il faut toujours offrir des nouvelles cartes, des nouveaux objets, des nouvelles cartes dans le jeu, quand c'est un jeu de cartes, des nouvelles maps, des nouvelles quêtes, des nouveaux modes de jeu qui revoient les choses. C'est un modèle à la Netflix. La nouvelle vague en vue pour ce modèle, parce que, malheureusement, pour ceux qui aiment ça, les consoles vont disparaître dans un avenir proche. Ça ne donne rien de fabriquer un truc physique pour vous le donner chez vous, parce que si je fabrique un PlayStation, puis que je vous le vends, puis que j'en ai vendu 100 000, après, quand je fais des jeux de PlayStation, mon marché, c'est 100 000. Je ne peux pas vendre plus que 100 000 jeux. Alors qu'il y a 7 milliards, 8 milliards d'humains sur la Terre, je peux rien qu'en vendre 100 000 max, parce qu'il y a 100 000 personnes qui ont la patente physique. Pourquoi je ferais ça? J'ai rien qu'à le mettre dans le cloud d'une machine virtuelle, puis je vais le streamer sur ta télé. Tu veux des jeux? Parfait. Branche ta manette sur ta télé intelligente, là. Abonne-toi à mon channel de jeux. Et puis moi, le jeu, il a beau être lourd. Moi, le rouler dans le cloud, puis je vais te le streamer sur ta télé. Tout ce que ça prend. Les tuyaux Internet s'en viennent assez puissants.
puis les compagnies commencent sérieusement à installer l'infra pour être capable de streamer les jeux. Puis là, c'est le fun, parce qu'après ça, je vais pouvoir te streamer ton jeu sur ton téléphone. Ça va être la même qualité que sur ta télé, qui va être la même qualité que l'autre bord. Donc, je vais avoir énormément de puissance de streaming. Donc, le cloud gaming va permettre de faire des trucs à la Netflix, mais pour les jeux du genre, ben, tu t'abonnes au canal de jeux de Ubisoft. Donc, tu as, mettons, toute la librairie des jeux d'Ubisoft que tu peux jouer n'importe quand, puis ça te coûte, je sais pas moi, 50 $ par mois. Ou tu as accès à des bundles, tu as accès à la librairie des jeux de base, puis là, tu as la librairie premium, puis la librairie super premium pour différents. Donc, il va y avoir différents modèles par abonnement qui vont se décliner avec différentes offres. Il va peut-être avoir des agrégateurs. Je t'offre un bout des jeux d'Ubisoft, un bout des jeux, package. Voici tous les jeux de stratégie 4X pour 100 $ par mois, par exemple. Les modèles avec épisodes, donc on a parlé tantôt, ça minimise les risques. On vend le jeu par morceaux, donc on minimise les risques. Puis ça multiplie les revenus pour un même jeu. Parce que si on avait vendu le jeu 60 $ à la fin, bien là, on peut vendre chaque morceau du jeu 30 $, ça va nous faire 120 à la fin. Mais c'est des plus petites bouchées à avaler pour le joueur. Il a le temps de retravailler d'ici la prochaine paye avant de racheter l'autre morceau. Et les modèles par ensemble, donc les bundles. Donc, écoutez, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler ce midi. On peut discuter, débattre. Il y a plein de monde en informatique ici qui ont joué à des jeux. Il y a nos collègues de chez Totema qui sont là. Bonjour les gars du studio Totema. Donc, il y a aussi des filles là-bas. Je ne sais pas, d'habitude, on n'a pas ça en informatique, des filles. Donc, c'est pas vrai. Peut-être un petit truc que je trouvais intéressant par rapport aux transactions. Souvent, oui, ils font en sorte que 1 $ vaut 1000 pièces d'or, mais il faut exprès en plus de dissocier le plus possible la valeur de ton 1 $ par rapport en valeur dans le jeu, pour qu'au final, tu sois incapable de dire ce que je suis en train de dépenser dans le jeu, ça vaut 20 cents ou 10 cents en réel. Tout à fait. Tu achètes des diamants qui te permettent de débloquer des golds, donc en plus, tu as des étapes à travers ça pour t'approcher de ton camp. Bien, ça, en fait, c'est le même concept de... Êtes-vous déjà allé à Las Vegas? Non? Vous n'avez jamais été candidat pour le NPD? Non? Ah, bon. OK. Donc, à Las Vegas, quand on rentre dans un casino, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de fenêtre. C'est fait pour te faire perdre la notion du temps. C'est le même concept qu'avec l'argent que tu parles, de faire perdre la notion de la valeur de l'argent. Il essaye de te faire perdre la notion du temps, que tu ne saches plus s'il est rendu 10 heures, minuit, tout ça, que tu continues à jouer puis que tu te concentres là-dessus. C'est un peu le même concept. Alors, il y a beaucoup de concepts qui sont empruntés, en fait, au casino. Par rapport à ça, en fait, il y a aussi l'Auto-Québec qui commence à intervenir dans le domaine du jeu vidéo, principalement parce que c'est des loteries. D'ailleurs, c'est légal en ce moment de pouvoir faire des roues de fortune dans les jeux. J'en ai pas vu. Ben, si tu es sur le territoire du Québec, normalement, tous les jeux d'argent, type casino, des roues, des affaires, c'est régi par l'Auto-Québec. Mais, tu sais, dans notre monde dématérialisé, là, ton serveur peut être au Panama. Hein? C'est comme mon VPN, il est connecté hier. Les 50 000 pubs à tout chaque, ça rapporte-tu vraiment? Les pubs? Oh oui, le modèle de publicité sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ça. Par contre, la plupart des publicités s'en vont toutes vers les mêmes, les gros, là. Parce que il y a un peu de pub de niche, là. La pub dans les jeux, c'est quand même timide. Il y a de la pub sur les sites qui vendent, sur les sites où on va. Mais la pub vraiment ciblée à l'intérieur du jeu, il y en a un peu, mais c'est léger, là. Je te dirais que c'est pas vraiment le modèle d'affaires dominant là, de la pub dans les jeux. Ouais, c'est comme écouter une vidéo pour avoir le droit de réessayer une fois. Ouais. Mais ça dans les vidéos, puis sur YouTube, puis partout, puis sur les sites web, ça, la pub, c'est un modèle d'affaires qui est très au clic, tout ça. C'est un peu ça que je voulais dire.
mettons, jeu mobile ou quoi que ce soit, ce qu'ils vont dire, c'est mettons, écoute cette pub de 30 secondes pour pouvoir accéder à telle affaire, ou avoir justement les gems que tu pourrais acheter avec de l'argent. Ouais. Ouais, mais vous savez, ça a quand même des conséquences, là, ces modèles d'affaires-là. Le modèle free-to-play s'est installé dans le coin de 2012-13 comme le modèle dominant de l'industrie. Et puis, c'est en baisse actuellement parce que les utilisateurs sont tannés, sont frustrés de ça. Là. Surtout que c'est de plus en plus... Parce qu'au début, comme le capitalisme, comme tout, au début, c'était quand même assez relax. On mettait du free-to-play, mais on n'exagérait pas les trucs à vendre dedans. Là, maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont pay-to-win, c'est-à-dire que tu n'as presque pas le choix d'acheter des trucs supplémentaires pour réussir à faire le jeu dans un temps raisonnable ou de façon, disons, agréable. Là. Ouais. Y a-tu une baisse à ce moment-là? Genre, tu parlais de la frustration tantôt des utilisateurs. À un moment donné, ils pensaient, tant pis, je quitte le jeu. Hein? Ça finit par faire fâcher les utilisateurs. Bien, ça les fait fâcher, mais d'un autre côté, les jeux sont faits pour être intéressants, pour donner du contenu amusant, divertissant, entraînant. Tu as des effets de communauté, tes amis. Des fois, tu veux le quitter, World of Warcraft, mais tu as tous tes amis dans ta guilde qui jouent encore à World of Warcraft. Puis là, si tu n'es plus là, c'est qui va faire le tank en avant du monstre? C'est qui va healer? C'est qui? C'est bon. Donc, tu sais, t'as plusieurs aspects comme ça. Puis d'un autre côté, comme tous les jeux aussi qui sont offerts sont comme ça, tu te dis, ben c'est quoi, je jouerai plus jamais? Tu sais? Non, je vais faire quoi? Je vais lire? C'est bon. Ah ouais, c'est une farce. Il ne faut pas oublier que la jeu, c'est les baleines qui rapportent le plus d'argent. C'est un très très faible pourcentage de l'utilisateur qui va rapporter le plus d'argent. Il a raison. C'est de cibler vraiment ces baleines-là et au final, tout ce qui est autour, c'est un bon point. J'en ai pas parlé plus tôt, mais le taux de monétisation dans le jeu mobile est très bas. Sur 100, mais bon, prenons 100 pour être comme en pourcentage. Donc, mettons que j'ai 100 joueurs de mobile, je vais avoir dans un excellent jeu mobile qui monétise vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, là, 6-7 % de monétisation, là. Ça, c'est beaucoup. On est plus dans le 2, 3, 4 là, quand on est dans des jeux traditionnels. Donc, d'où l'intérêt de faire rentrer beaucoup de monde. C'est comme un entonnoir. C'est un entonnoir. Il faut que je fasse rentrer beaucoup de monde parce que déjà, là, sur 100 personnes qui rentrent, mettons 100 personnes, nouvelles personnes qui rentrent dans le jeu, je vais en avoir 20 qui vont quitter le jeu, qui vont installer l'appli, qui ne vont même pas l'ouvrir. Je vais en avoir 15 autres qui vont ouvrir le jeu et qui vont quitter en moins de 30 secondes. J'en perds 35-40 % là, avant même d'avoir pu leur proposer du contenu pour vrai. Et donc, il faut vraiment que je fasse rentrer du monde pour éventuellement accrocher donc une prise de choix, une baleine comme ils appellent. Donc, ça. Mais des petites anecdotes d'ailleurs là-dessus. Écoute, j'avais un ami designer qui était. Il dit, on avait fait un jeu. C'est un aquarium à poissons. Un aquarium à poissons. Puis tu mets des trucs dans l'aquarium à poissons, puis tu décores ton aquarium à poissons. Comme un jeu de Tamagotchi, là, tu entretiens tes poissons virtuels. Là. Bon, c'est ça. Fait que là, il dit, on avait fait un espèce de château là, que tu mets dans le sable, mais il coûtait un peu plus cher. Genre, tous les objets qu'on achetait coûtaient 2, 3 $, 1 $, mais cet objet-là coûtait 5 $. Personne ne l'achetait. Fait que là, il y en a qui sont venus et qui nous ont dit, bon, on va l'enlever. Puis là, il y en a un qui a dit, non, on ne va pas l'enlever. On va la reprendre, on va le mettre beaucoup plus beau, puis on va le mettre à 50 $. Fait que là, ils l'ont pris, ils ont amélioré au bout le design à temps perdu. Ils l'ont remis là, puis ils l'ont mis à 50 $. Ils disent, on en a vendu plein. Parce qu'il dit, le monde voulait l'acheter à 50. Il dit, hey, t'as-tu vu le bien de luxe à 50? Puis là, il était plus beau. Tu sais, autre affaire. À un moment donné, on avait trois ensembles à vendre. On vendait un bundle. C'était des amis. On vendait un bundle. On vendait un bundle qui était justement là, de l'argent. On
$1 1000 pièces, $2 3000 pièces, puis $3 10 000 pièces, mettons. Puis là, c'était comme le de base, intermédiaire, puis le super package. Ils vendaient juste le de base. Là, il y en a un qui demande, il dit, ouais, comment on ferait pour en vendre plus de l'intermédiaire, et tout ça. Ils disent, on va essayer quelque chose. Ils ont édité le champ texte à la main, au jeu. Ils ont édité le champ texte à la main. À côté du paquet intermédiaire, ils ont écrit entre parenthèses « Most Popular ». Ils n'ont plus jamais vendu un package de base. Ils ont vendu que des packages intermédiaires au supérieur. C'est ça que tout le monde achète. C'est pas vrai que je vais être cheap et que je vais acheter le package de base. Je vais acheter le paquet que tout le monde achète. Au moins, je ne suis pas plus cheap que les autres. Je ne suis pas plus radin que les autres. Ouais. Aussi, on voit apparaître beaucoup la partie de je suis un membre fondateur. J'ai aidé soit en projet Ulule, Kickstarter. Les crowdfunding. Et ouais, là, on voit apparaître justement de la cosmétique ou des jeux in-game qu'on va avoir, mais on vient créer aussi un sentiment de rareté et je serai unique à l'avoir. Ou si on veut le réavoir, il va falloir dépenser des fortunes un an plus tard quand il va réapparaître sur le marché. Je connais moins ces modèles-là. J'ai moins regardé ça. Peut-être nos amis qui font du indie pourraient nous en parler plus parce que ça, j'ai plus à regarder l'aspect commercial là, des choses. Le indie, quoique ça prend plus de place de ce temps-ci, le indie, là, quand même. Mettons, dans les jeux AAA, il y a mettons les card back à Hearthstone. Mettons, tu as commencé à jouer en 2016, en novembre 2016, mais tu as des card back à partir de là. Tu as arrêté pendant 6 mois, mais tu ne peux jamais en avoir parce qu'il y en a par mois, mettons. Au revoir. Merci. Ça ne coûte rien. C'est juste que si tu as joué durant ce mois-là, ils t'en donnent un. Fait que si tu en as, comme. C'est comme une façon de récompenser la loyauté à long terme. Puis... Quand tu achètes un jeu, ben, tu peux payer à 150$, tu as l'artbook. Après, il y a ça, c'est une façon de faire de la monétisation supplémentaire avec les fans qui seraient prêts à payer plus. C'est comme une autre variante de dire, ben ceux qui seront prêts à payer 60$, c'est triste de juste leur vendre 60$. Il faut trouver un moyen de les vendre plus cher. On va mettre une boîte or qui vaut 80$ puis qu'il y a un petit livre dedans. Ils vont payer 20$ de plus parce que c'est des fans. Édition de collection, ça gagne pas la valeur. Ça appartient aussi de voir des profils de la valeur. Tu prends quelqu'un qui a un compte League of Legends au départ, puis il y a des skins qui sont plus offerts. On voit des fortunes maintenant d'acheter le compte, de racheter le compte de quelqu'un. Oui, racheter des comptes. Ah, puis il y a tout, pendant un bon bout de temps, puis c'est encore le cas, il y a toute une économie là, de fermes. Des gens en Chine, des gens dans des pays un petit peu plus pauvres là, qui jouent au jeu toute la journée juste pour ramasser des objets, ramasser des objets rares, ramasser des objets qui sont intéressants pour les revendre à d'autres avec de la vraie argent. Puis après ça, leur personnage virtuel, ça va transférer le truc virtuel à l'autre personnage virtuel. Donc, pour la modique somme de $1 US. Bon. Bien, merci d'être venu ce midi. C'était super sympathique. Écoutez, si vous avez des commentaires, si vous avez aussi des choses à me dire, moi, j'essaie de toujours prendre la nouvelle information des gens là, sur ce qui se passe dans l'industrie, sur ce qui se passe sur les modèles d'affaires, sur ce qui se passe au niveau du développement. Donc, n'hésitez pas, venez nous en parler, qu'on soit toujours à jour donc sur les dernières tendances. Merci pour le Midi Gaming. Ben, c'est le fun, il y a quand même pas mal de monde. Et puis, parlez-en à vos amis. Hein? Salut.